Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Aujourd'hui, je fais le tour de l'actualité avec un cadre du MLC, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, secrétaire national à l'idéologie et à la formation. C'est un immense manager. Il a étudié les enjeux contemporains de l'Afrique subsaharienne à l'Université libre de Belgique, 3e cycle. Monsieur Mamba, bonsoir. Bonsoir, madame. Première question, si Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, se dit disponible pour une médiation, le MLC ira-t-il finalement au dialogue? Mais écoutez, je pense que les termes de référence définis par M. Kobler sont clairs. Nous avions voulu faire la promotion du cadre de concertation de la CENI parce que ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration du processus électoral. Mais bien entendu, si M. Kobler offre ses bons offices pour cette question-là, je pense qu'au niveau du parti, on peut peut-être vérifier dans quelle mesure on peut participer. Mais comme nous disons, toutes les questions qui sont en dehors de la question électorale ne nous intéressent que très peu. Les élections seront au cœur de ce dialogue. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que si, bon, déjà, nous ne sommes pas demandeurs d'un médiateur international. Nous avions simplement demandé que le gouvernement s'engage, la CENI s'engage à prendre en compte les différentes questions que nous avons au préalable que nous avons posées. Il me semble bien que la loi sur la répartition des sièges n'a pas été votée, donc il y aura des problèmes à ce niveau-là. Si l'option est déjà prise de repousser ces élections, c'est-à-dire locales, municipales et urbaines, après 2016, je pense que nous serions très enclins à revenir sur la table des négociations dans le cadre de concertation de la CENI pour voir les autres questions comme celui de l'enrôlement de nouveaux majeurs, de l'audit du fichier électoral et ainsi de suite. Donc je pense que M. Kobler a proposé ses bons offices pour faciliter. Nous sommes tout à fait en train ici de saluer son initiative. Maintenant, il faut voir si réellement, même au niveau de la majorité, c'est leur vœu, c'est ce qu'ils veulent. Mais dans la mesure du possible, le MLC reste toujours présent. Mais présentement, nous voulons spécifiquement parler de la question électorale. Et si c'est dans ce cadre-là, peut-être qu'on pourrait maintenant voir dans quelle mesure on pourrait participer. Le refus du MLC ne rejoint-il pas la position de l'UDPS, de Tian Tshisekedi? Mais écoutez, nous avons une question de fond qui est essentielle et qui nous met tous ensemble. Hein. C'est celle de voir le processus électoral ne pas empiéter sur notre Constitution, notamment l'article 220 avec les délais, tout ce que vous savez, c'est-à-dire les contraintes constitutionnelles pour les scrutins présidentiels et législatifs. Donc là, cette question de fond nous met tous ensemble. Maintenant, c'est vrai que vous avez des préoccupations spécifiques, comme celle de l'UDPS qui réclame l'impérium. Bon, nous, on émet quelques doutes par rapport à la faisabilité et nous disons il nous reste plus ou moins 16 mois pour aller aux échéances présidentielles et législatives. Donc, ce serait mieux de se concentrer sur ce processus-là et que le meilleur gagne en ce moment-là parce que nous sommes preneurs d'alternance et nous pensons que l'alternance va arriver. Bon, l'impérium, pardonnez-moi, l'impérium peut-être pas pour l'exercer concrètement, mais pour revenir sur ce qu'il considère comme le contentieux électoral de 2011, voir dans quelle mesure ces élections ont été crédibles ou pas et avancées après cela, après ce bilan. Non, écoutez, vous avez leur demande est légitime dans la mesure où même le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'il y avait plusieurs irrégularités. Nous avons abouti, épilogué sur des élections ou des résultats en présence des chars de combat. Il y a eu mort d'hommes. Donc je pense que nous sommes tous unanimes quant à la contestation des résultats de 2011, que ce soit au niveau législatif ou au niveau de la présidentielle. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une autre question, celle de la faisabilité. Aujourd'hui, même si on reconnaissait l'impérium à M. Tshisekedi, je ne vois pas sur base de quel texte aujourd'hui il va pouvoir redevenir président ou récupérer cette victoire. Donc nous sommes tout à fait tristes que les choses se passent ainsi. Mais nous disons aussi à l'UDPS, qui est notre camarade de lutte, qui est avec nous dans l'opposition, que oui, c'est vrai, il y a eu des choses que nous n'avions pas appréciées. Nous avons tous été victimes, d'abord, du passage de 2 tours à 1 tour. Et en ce moment-là, le président Kabila n'avait pas besoin de dialoguer avec les gens. Il a préféré faire un forcing parce que c'était ses intérêts. Nous avons été victimes de beaucoup de choses, mais nous disons en ce moment-ci, bon voilà, concentrons-nous sur l'engagement du chef de l'État de respecter la Constitution, organisons des élections nationales, législatives et présidentielles dans les délais et faisons le maximum pour avoir une alternance crédible mais pacifique aussi. Ça va donner une chance à notre pays, on en a besoin. Les consultations s'étendent en province. Quel est le mot d'ordre que vous avez donné à vos fédérations? Nous n'avons pas donné de mot d'ordre. Vous savez, ces consultations n'intéressent personne. En dehors de la personne qui les a initiées, c'est-à-dire le chef de l'État et des personnes qui, dans l'opposition, de manière très
très singulière, répondre à l'appel du chef de l'État, ce qui n'est pas mauvais. Je pense que nous sommes dans la démocratie, les avis peuvent diverger. Nous n'avons pas donné un mot d'ordre spécifique, mais je pense qu'au niveau du MLC, nous savons c'est quoi notre combat. On nous a présenté les échéances électorales pour les provinciales. Nous avons présenté des candidats dans toutes les circonscriptions. Je pense que dans nos fédérations, en ce moment-ci, les armes sont affûtées pour aller aux élections. Donc nous ne sommes pas dans cette question-là et nous n'avons peut-être pas besoin de donner un mot d'ordre. D'ailleurs, nous n'avons aucun gouverneur, donc nous n'avons pas donné un mot d'ordre à nos militants pour ne pas participer aux consultations. Ce sont des fils du pays, nous sommes tous du Congo, mais il y a des questions qui nous intéressent moins et pour l'instant, je dois vous avouer que l'entreprise du chef de l'État, bien que louable, n'intéresse pas le MLC. Et donc, dans ce cadre-là, nous continuons à faire ce qui nous intéresse. L'absence du MLC ne finira-t-il pas par vous isoler? Vous savez, l'UDPS n'a pas participé aux élections de 2006, on l'a pensé isolé, l'UDPS est revenu en 2011. Donc moi, je pense qu'il y a des questions qui sont fondamentales et qu'après 14 années de gestion de ce pays, après toutes les limites qui ont été constatées, avérées, il y a lieu de se remettre en cause. Alors quand je dis remettre en cause, je ne parle pas que de la majorité ou du président Kabila, je parle aussi de l'opposition, dans la manière de faire ou de gérer la chose politique. Nous avions participé aux concertations, il n'y avait pas unanimité, l'UDPS n'est pas venu aux concertations. Nous avons débouché sur 579 recommandations que le chef de l'État et sa majorité n'ont pas pu exécuter, disons un taux d'exécution de moins de 10%. On n'a pas condamné l'UDPS de ne pas avoir participé, c'était un devoir citoyen. Donc ceux qui pensent que ne pas aller en consultation avec le président Kabila serait, entre guillemets, un péché, nous ne le pensons pas. Nous pensons que tout a été déjà dit et que comme nous sommes dans une figure de non-exécution de ce qui était convenu, c'est-à-dire en concertation nationale, ce n'est plus important lorsque la confiance est brisée d'aller discuter avec le chef de l'État parce que, à mon humble avis, le MLC ne considère pas que la parole du chef de l'État sera respectée comme dans d'autres scénarios, comme nous avions vu, ça n'a jamais été respecté. À quel point de vue? Mais écoutez, je vous parle des concertations nationales. Vous avez des amnisties sélectives, vous avez, pendant qu'on parle de concertation, aujourd'hui je suis sur Bion, demain je ne sais pas si je peux me retrouver sur l'RTNC pour critiquer la majorité et le chef de l'État. Il y a les médias qui sont fermés. Je veux dire que l'opposition est dans une certaine mesure embarricadée. On n'est pas libre de nos mouvements, les journalistes sont emprisonnés. Je veux dire que lorsqu'on amnistie les gens du M23 qui sont, entre guillemets, auteurs de viol et que M. Moukébaï, qui est votre confrère, est en prison, que d'autres, pour des raisons d'opinion, sont en prison. Pour des délits de presse. Délits de presse. Je pense que c'est moins grave que des viols. Pour des délits de presse et des délits de droit commun. Des délits de droit commun. Vous convenez avec moi que c'est moins grave que des viols et des tueries. Donc lorsqu'on veut décrisper l'atmosphère nationale, on veut décrisper... Les violeurs et les tueurs, en guillemets, n'ont pas été amnistiés. Selon... Non, madame, est-ce que dans ce pays, il faudrait que lorsque je tue une personne que j'ai en prison et que lorsque j'en tue 10 000, que je sois amnistié? Monsieur, vous aviez des monsieur comme des monsieur Ntagada, des monsieur Kounda, qui jusqu'à preuve du contraire n'ont jamais été inquiétés au nom de la cohésion nationale. Donc moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'à un certain moment, on doit faire la part des choses. Les personnes qui sont, même si elles n'ont pas tué directement, elles ont participé à des mouvements insurrectionnels pour lesquels des faits de viol et de meurtre ont été établis, n'ont pas le même traitement que des personnes qui sont accusées de délits de presse. Des faits de guerre, mais pas des crimes de guerre. Madame, je dis que si vous tenez ce discours à Bounia, vous tenez ce discours en Ituri, vous tenez ce discours à Goma, on peut vous lapider. Ça veut dire que si vous allez expliquer à un gomatracien que c'est mieux de mettre un journaliste en prison qui critique l'action du chef de l'État que de laisser un Bizima ou je ne sais qui là qui a fait la rébellion libre, je crois qu'il peut vous lapider. Donc on doit être quand même sérieux dans ce que nous faisons. Et nous, le MLC, nous disons, voilà, nous avons atteint un niveau tel que nous n'avons plus, la confiance est brisée. Nous respectons les institutions, notamment la présidence de la République. Nous disons au président de la République qu'il est le responsable, il a le droit et le devoir d'organiser ces consultations. Nous le félicitons pour l'initiative, mais nous sommes dans une posture après 2016, c'est-à-dire avec un nouveau chef de l'État, avec lesquels nous allons continuer à travailler pour que des solutions soient amenées dans ce pays. Pour revenir sur l'amnistie, il y a des cas qui nécessitent peut-être une grâce présidentielle plutôt qu'une amnistie. Écoutez, j'ai vu dans quel état M. Coutinho est parti se faire soigner à l'étranger. Je ne le reconnais plus. Je veux dire, non, c'est très difficile, madame. Dites-moi le péché de M. Coutinho. On lui a reproché d'avoir eu des armes. Ça n'a jamais été prouvé. Mais il a fait combien d'années en prison? Regardez M. Chaloupa, qui est né, grandi au Congo, mais parce qu'il est blanc, on a fomenté une histoire de nationalité. Et aujourd'hui, il se retrouve dehors, mais sans ses papiers. Non, madame. Ce que je veux dire, c'est... Nous devons être sérieux avec nous-mêmes et conséquents. Je pense que le chef de l'État a la possibilité de gracier qui il veut. Nous ne sommes pas là pour le condamner d'avoir gracié tel ou de ne pas l'avoir fait. Ce sont ses prérogatives. Nous jugeons le résultat et nous disons que par rapport aux recommandations nationales, les efforts ont été fournis dans des proportions de l'ordre à 10 à 15%, et que si nous avions atteint plus ou moins 60 à 70, on n'aurait même plus besoin de ces consultations. Enfin, les consultations actuelles. Des voix s'élèvent pour une transition de 3 ans.
Je ne sais pas de quelle loi il s'agit, mais de voie il s'agit. Je constate simplement que je n'ai vu qu'une seule fois le sang couler dans ce pays lors des manifestations. C'était pour que nous n'ayons pas ce type de transition, pour qu'après 2016, il n'y ait pas glissement et qu'en 2016, nous ayons des élections présidentielles législatives. Les gens sont morts. Je n'ai pas vu des gens marcher pour le mandat des sénateurs. Je n'ai pas vu des gens marcher pour le mandat des députés provinciaux qui ont fait 7 ans. Mais en ce qui concerne l'article 220, c'est toute la communauté qui a été mobilisée, non seulement au niveau national, l'Église s'y est impliquée, la communauté internationale, le président Obama lui-même. Donc que ces voix-là pensent aux 14 années passées, qui n'ont peut-être jamais suffi à résoudre tous les problèmes de ce pays, et je ne pense pas que les 3 ans demandés vont résoudre quoi que ce soit. Donc avec 14 ans, je pense que les problèmes dont on est en train de parler, on pouvait déjà les résoudre, mais faute de moyens nécessaires, faute de volonté, il n'y a pas de solution, et donc je ne vois pas pourquoi on devrait rajouter 3 ans au sacrifice de la Constitution pour laquelle les gens ont perdu la vie. Si Jean-Pierre Bemba était toujours en prison en 2016, quel sera le candidat président pour le MLC? Ça sera décidé au niveau du Congrès en ce moment-là. À qui vous, Jean-Jacques Mamba, vous pensez secrètement? Ok, secrètement. Écoutez, je ne vais pas laisser la population entrer dans mon secret, mais je vous dis que c'est une hypothèse que j'écarte. J'ai mis des doutes légitimes il sera avec nous en 2016, donc c'est notre meilleur candidat. Vous savez, la question de l'élection présidentielle, c'est pas une question de choix simplement d'un candidat. C'est une question de choix, effectivement, mais qui doit être associée à plusieurs moyens. Vous avez des moyens financiers, parce que vous savez, nous avons un très grand pays, mais il faut aussi que la personne ait une notoriété publique, une capacité de mettre tout le monde derrière lui, comme c'était le cas avec l'Union pour la Nation. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders dans l'opposition. Il y a M. Tshisekedi, je ne sais pas s'il reviendra sur la scène, il y a M. Kamere, ainsi de suite. Mais pour nous, notre champion, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Et nous sommes vraiment je veux dire, nous souhaitons qu'il revienne, nous sommes très conscients des difficultés que nous avons actuellement et nous pensons qu'il sera là parmi nous. Donc laissez-moi penser plutôt positivement et vous dire qu'en 2016, il sera candidat et s'il ne l'est pas, le parti, le Congrès décidera de la possibilité d'avoir un autre candidat ou pas, mais je doute fort parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué d'avoir un candidat à la présidence et d'être sûr de gagner. Mais si jamais il n'est pas là, vous soutiendrez qui alors? Je ne sais pas vous le dire parce que je représente le parti dans le cadre, je suis un porte-parole, donc je transmets la position du parti et cette position ne m'a pas encore été transmise, donc je ne sais pas vous dire des choses qui ne m'ont pas été recommandées de vous dire ici. Il semble que les listes du MLC ont eu du mal à être reçues à la CENI pour cause de dédoublement. Quasiment les mêmes logos, à quelques différences. Mais voilà, ça c'est encore un exemple. Avec le MLCL. Bon, pour moi c'est un aveu de faiblesse. Vous savez, madame, lorsque vous êtes un politicien avéré, que vous avez autant d'expérience, vous connaissez le Congo, comme dit mon grand frère, son Excellence M. Thomas Louaka. Il a fait plusieurs épisodes, il connaît le Congo. Il doit bien savoir que l'UDPS, elle, qui bat, ça n'a jamais fonctionné. Et que c'est un aveu de faiblesse que de ne pas assumer ses opinions et de créer un mouvement qui correspond à son idéologie et de faire adhérer comme M. Boussa l'a fait, comme M. Kamitatou l'a fait. Bon, maintenant, M. Louaka a voulu plonger les militants dans une confusion. Bon, maintenant, le distinguo est bien fait. Mais ce qui est tout à fait regrettable dans cela, c'est que c'est l'autorité publique qui empiète les lois. Et notamment, je parle ici du ministre de l'Intérieur. Parce que vous savez, il y a l'article 7 de la loi portant sur les partis, sur les partis politiques qui vous dit qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire, premièrement, recevoir des listes électorales pour un parti qui n'a pas encore fait une année. Il y a des dispositions qui l'interdisent. On a quand même accepté les listes électorales du MLCL. Deuxièmement, de dire qu'aucun parti ne peut adopter ou prendre les logos d'un parti existant. Le ministre de l'Intérieur a encore validé. Donc, nous avons des autorités... Il y a quelques différences. Non, vrai que c'est madame, au niveau de la couleur, du logo... Une seconde, les mêmes couleurs, les mêmes logos, mais... Non, le législateur... C'est parce que nous n'avons pas le temps d'aller en justice pour cela. Il y a quelques petits détails seulement. Mais ce n'est pas correct, madame. Est-ce que vous trouvez ça correct? Est-ce que vous trouvez correct? Est-ce que M. Kabila, le président de la République, trouverait correct que quelqu'un fasse le PPRD/L avec les mêmes logos? Est-ce que ça passerait? Comme c'est le MLC, que le MLC ne participe pas aux consultations et que le MLC se met en marge de tout ce qui se fait, bon, c'est normal qu'on facilite ce type de déstabilisation. Et moi, je vous dis que les militants sont aguerris. Il n'y a qu'un seul MLC, c'est celui du président Jean-Pierre Bemba. Et il y a un autre MLC, elle, de M. Louaka, que je respecte. Mais nous disons simplement... Jean-Pierre Bemba est l'autorité morale. Non, le président, j'ai suivi dernièrement que le président du MLC, elle, c'est M. Thomas Louaka. Il a été même reçu par le chef de l'État. Non, Jean-Pierre Bemba. Vous savez, c'est facile. C'est ce qu'ils disent. Et le niveau de méchanceté est tel que... C'est ce qu'ils disent. Écoutez, madame.
Le niveau de méchanceté est tel qu'on fait parler quelqu'un qui n'a pas le droit à la parole. Monsieur Bemba, aujourd'hui, ne peut pas s'exprimer sur les médias. Et sur son dos, on utilise son nom. Ça, c'est de la méchanceté. Mais bon, comme nous disons, nous croyons que le président national sortira. Et au grand jour, la vérité éclatera. Et alors, en ce moment-là, on saura réellement ce qui s'est passé. Mais moi, je vous dis déjà que c'est de l'arnaque. Et bon, maintenant, il appartiendra aux militants qui connaissent la vérité de pouvoir prendre leurs responsabilités et de ne voter que le MLC originel, qui est celui du président Jean-Pierre Bemba. Quel rapport avec le MLCL, justement? Il n'y a aucun rapport, nous sommes des partis politiques. Je ne sais pas s'ils sont du pouvoir ou de la majorité, c'est à eux de définir ce qu'ils sont, mais pour autant que je sache, ils ont soutenu le président Kabila, ils sont allés en consultation, ils soutiennent le président Kabila, ils ont leurs membres au gouvernement, donc ils sont de la majorité présidentielle, et puis nous les traitons comme tous les partis de la majorité présidentielle. Et quel rapport avec l'UNC de Vital Kamerhe? Ce sont des partis que nous respectons beaucoup, nous avons le même combat, nous avons beaucoup de points de convergence, nous respectons beaucoup M. Vital Kamerhe ainsi que le combat qu'il mène, et je pense que c'est valable pour tous les autres partis. Vous savez, nous avons des relations respectueuses, excusez-moi d'avoir parlé du MLCL de cette manière-là, parce qu'il y a quand même de la frustration de voir l'autorité publique empiéter sur nos propres lois, mais en dehors de cela, vous noterez que ce soit certains partis de la majorité, le PPRD, que ce soit le PALU, le MLC entretient des relations respectueuses dans un cadre tout à fait républicain. Nous sommes de l'opposition, ils sont dans la majorité. Nous allons aller au perchoir et nous allons gagner les élections. On en vient à l'UFC de Léon Kengo Adondo. Mais je ne sais pas s'il a vraiment un parti, je ne sais pas combien de députés il a. J'entends souvent parler de l'UFC, je ne sais pas s'il a un parti. Je sais que lui, ça fait plus ou moins 40 ans qu'il est en politique, il ne lâche pas. Je sais qu'il aime beaucoup débaucher dans les partis, notamment celui du MLC. Mais savoir s'il a vraiment un parti qui a de la vie, avec des députés qui ont été aux élections, qui ont gagné des élections, je ne pense pas. Donc je ne sais pas. Je peux parler de l'UNC qui a 18 ou 19 députés, ou de l'UDPS, mais vraiment l'UFC, c'est, il y a beaucoup de, comment je vais vous expliquer, il y a beaucoup d'embougriots, il y a beaucoup de stratagèmes, c'est plutôt des alliances. Oui, mais des sénateurs qui étaient dans des partis différents, qui étaient dans d'autres partis, qui ont été pris, qui ont quitté leur parti pour venir dans l'UFC. Pour moi, c'est pas la bonne manière de faire la politique. Donc, excusez-moi de vous dire que je n'ai pas trop attention à ce que M. Kengo fait avec ses amis. Limite, vous en parlez avec beaucoup de mépris. Pas de mépris, j'ai beaucoup de respect pour la personne. C'est quand même un monument de notre politique. Il a commencé dans les années 70, 60, ça fait 40 ans, donc je crois qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais une personne qui attaque notre parti ne mérite pas mes éloges, vous allez bien le comprendre, que quelqu'un qui déstabilise notre parti ne mérite pas les éloges, notamment du MLC. Donc dans ce cadre-là, c'est de bonne guerre que de dire ce que nous pensons des actions qu'il mène. Maintenant, je ne m'attaque pas à sa personne, mais vous m'avez parlé de l'UFC, je vous ai dit, je ne reconnais pas, en 2011, je n'ai pas vu une campagne de l'UFC avec des députés de l'UFC, un groupe parlementaire fait des députés de l'UMC, j'ai jamais vu ça. J'ai vu M. Kengo débaucher par-ci par-là, se constituer un groupe, opposition républicaine aujourd'hui qui est en clash avec les M. Kamad et ainsi de suite. Donc ça passe toujours par des stratagèmes, mais jamais de la real politique où vous voyez des gens qui s'engagent dans un projet, qui battent campagne. J'espère que cette fois-ci, ça sera le cas. Mais à mon humble avis, ça n'a jamais été le cas. On en vient au faunus de Olingankoy. Écoutez, M. Olingankoy, je ne suis pas là pour faire l'exégèse de tous les partis et dire que le MLC est le meilleur. M. Olingankoy, je le respecte. Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Il était tout flamboyant. Il était dans le combat contre M. Mobutu à l'époque, le feu maréchal. Et après, il était avec Mouzé, contre Mouzé, avec Mouzé au gouvernement, en dehors du gouvernement. Bon, pour l'instant, ce qui nous réunit, c'est que je vois qu'il a le même combat que nous en ce qui concerne la préservation des acquis constitutionnels, dont notamment les délais pour l'article 220. Toutes les personnes qui sont avec nous dans ce combat-là méritent notre respect. Et pour le reste, ce ne sont que des détails. Et je pense qu'on peut éviter de commencer à passer en revue toutes les personnalités politiques. C'est des partenaires politiques. Oui, nous sommes ensemble. C'est des copains de l'opposition. Nous sommes ensemble, nous travaillons pour le bien-être de ce pays, chacun dans ses, ses particularités. M. Olingankoy a ses particularités, le MLC a les siennes et nous nous respectons mutuellement. Avec qui partagez-vous la même position vis-à-vis des élections ? Mais écoutez, vous avez M. Fayoulou, vous avez Monsieur Kamerhe, vous avez même Monsieur Olingankoy, il y en a plusieurs, la liste elle est exhaustive. Mais je pense que la plupart des partis qui n'ont pas participé aux consultations avec M. Kabila sont d'avis qu'elles vont provoquer un glissement et comme ils sont contre ce glissement, ils préfèrent ne pas participer. Alors, on revient peut-être un tout petit peu sur ces élections. Pour vous, qu'est-ce qu'il devra changer ? L'homme ou la loi?
Lesquels, madame? Pour connaître des élections crédibles, fiables. Non, ce pays fonctionnerait très bien si nous respections nos propres lois. Vous savez, nous n'avons pas un problème d'outils juridiques. Nous n'avons pas un problème de manque de texte. Ce que nous avons, c'est simplement que l'autorité qui est censée faire appliquer les textes ne le fait pas. Et cela dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines sociaux, économiques, que ce soit dans le domaine politique. Les lois sont là, mais l'autorité choisit de ne pas le respecter parce que nous avons des autorités qui sont des gangsters. Je vous ai donné l'exemple du MLCL. C'est tout à fait inadmissible qu'un ministre de l'Intérieur valide un parti contre ses propres lois. Les lois du pays, et en plus, c'est lui le garant de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas un focus sur l'homme. Nous avons un focus sur les textes. En ce qui concerne les législatives et les présidentielles, nous avons un article qui est l'article 220. En ce qui concerne les autres textes, nous avions par exemple la loi sur la répartition des sièges. Avant que nous en arrivions là, nous avions la loi sur le découpage, qui était depuis 2006 en gestation. Il a fallu attendre une année pendant le processus électoral, alors qu'on pouvait chaque année construire un bâtiment par province, en vue de préparer la décentralisation. Donc ça veut dire sur 14 ans, on pouvait sur les 26 provinces faire 2 bâtiments, la mairie, la police, pour rendre les provinces viables et tout à fait gérables. On n'a fait aucun bâtiment. Et on attend une année avant les élections pour dire on découpe, on a 26 provinces, on doit avoir 26 gouverneurs. Comme s'il y avait une course à la montre alors qu'il y a un manque de préparation. Donc nous disons, nous en tournons au texte, mais aussi à la faisabilité. Et il y a des choses qui ne sont pas faisables parce que nous avons un État en faillite. Et celles qui ne sont pas faisables, il faut les mettre de côté. Focus sur ce qui est faisable, laissons la possibilité aux prochains gouvernants, donc notamment le prochain président de la République, de prendre à bras le corps les problèmes du pays et de continuer. Il se peut que ce soit quelqu'un de la majorité. Je ne suis pas en train de vous dire ici mais ça sera quelqu'un de la majorité, mais autre que M. Kabila. Et nous, si nous ne passons pas au pouvoir, nous allons continuer à critiquer cette personne jusqu'à ce que nous atteignions les équilibres voulus. Pour vous, il est bon d'ajourner les locales à 2020, par exemple, comme l'avait dit. Non, je pense qu'avec un minimum d'abnégation, de sérieux et de parcimonie, on peut avoir ces élections après les présidentielles, donc en 2017. On peut les avoir en 2017. Il faut que nous passions le cap des élections présidentielles, que nous passions le cap de l'alternance, et c'est une chance qu'on offrira à l'Afrique tout entière. Donc je parle ici de M. Museveni, de M. Kagame, de M. Santos, de M. Sassou. Il ne faut pas que l'Afrique continue à être le dernier continent du monde. Donc on doit donner une chance à nos pays, et aimer nos pays, c'est leur donner la chance de vivre l'alternance, de se choisir les dirigeants qu'ils veulent, et d'avoir ainsi ce jeu d'alternance au niveau des idées, c'est-à-dire au niveau des idéologies, pour permettre à ce que le pays se développe, et que nous vendions un pays avec la démocratie et les droits de l'homme pour attirer les investisseurs. On ne va pas continuer à se penser providentiel, que sans nous les choses ne vont pas marcher. Mobutu l'a dit, mais il est parti, les choses ont continué à fonctionner plus ou moins. Il a dit qu'après lui c'était le déluge. Donc les hommes passent, les institutions restent, et il est temps que nos chefs d'État, y compris le nôtre, comprennent qu'ils seront considérés comme des héros s'ils arrivent aujourd'hui à surpasser leur ego personnel et à donner une chance à ce pays d'aller de l'avant. Justement, au sujet des troisièmes mandats, certains responsables africains essuient des critiques de la communauté internationale davantage que d'autres. On a eu le Togo, où Faure Gnassingbé a été élu pour un troisième mandat. Le Burundi, Pierre Nkurunziza est en passe d'être réélu. Au Congo d'en face, on est sur le chemin d'un troisième mandat. Paul Kagame au Rwanda, vous l'avez souligné, et on critique un peu plus les autres. On critique un peu plus M. Kabila, le président de la République. Non, il faut qu'on soit sérieux. Faure Gnassingbé, il est dans un troisième mandat dans une constitution qui le permet de le faire. Au fait, il n'y a pas de limitation de mandat dans la constitution des Togolais. Le problème, c'est qu'on dit que c'est une dynastie de père en fils. Il peut se représenter autant de fois qu'il veut. Il n'a pas modifié sa constitution pour se représenter. Vous parlez de Kagame, il a initié des consultations fallacieuses prétendant que le peuple rwandais voulait qu'il reste au pouvoir, mais j'ai suivi une réponse de Washington qui lui a dit qu'en 2017, il faut qu'il y ait un nouveau président. Vous me parlez du président du Burundi, mais moi je vous dis, à part le faux coup d'État qu'il a fomenté lui-même, le pays devient ingérable. Toute la coopération internationale a coupé ses aides, et au niveau interne, il n'a pas réussi à remettre les gens sur la table pour discuter, parce que les accords d'Arusha prévoyaient qu'il ne pouvait pas se représenter plus de 2 fois. Donc je ne pense pas qu'on doit suivre les mauvais exemples. Parlez-moi par exemple de la Tanzanie, où M. Kenyatta vient de dire ouvertement qu'il ne va pas se représenter. Parlez-moi de Boni Yayi, où M. Boni Yayi, dans le pays dans lequel il a dit, le Béninois, il a dit qu'il ne va pas modifier, il ne va pas se représenter. Il faut que l'Afrique se construise sur des bons exemples. Et il faut que vous compreniez que les hommes passent, les institutions restent, et dans la vie, il y a toujours
toujours mieux. Je ne faisais pas l'apologie des dictateurs, je faisais tout simplement remarquer que sur les uns, il n'y a quasiment aucune critique de la communauté internationale. S'il y a des critiques. Alors, on passe à ce 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud, et il a été dominé par la crise burundaise et par cette polémique sur le président tchadien, soudanais, Omar El-Béchir, malgré sa demande d'arrestation par la Cour pénale internationale. On va dire comme ça qu'il est rappelé qu'il est poursuivi pour génocide. Ok, vous savez, oui, par rapport à ces deux questions, vous avez bien remarqué que l'Union africaine a été plus ou moins incisive par rapport à l'implication de la classe politique dans son ensemble et ramener les gens au dialogue pour retrouver la paix et l'accalmie au Burundi. Il y a même monsieur, j'ai oublié, mais c'est une personnalité aussi qui a, je crois, Thabo Mbeki, un ancien personnel qui a même demandé à monsieur Nkurunziza de démissionner. Donc ça, c'est une autre question. Maintenant, pour la question qui concerne monsieur El-Béchir, oui, c'est vrai. Vous savez, ceux qui ont signé le traité de Rome se sont avoués incapables de gérer certains problèmes dans leur pays parce que, jugeant leur justice incompétente pour juger certains cas. Ok ? Les Américains n'ont pas signé ce traité. Donc je ne suis pas juriste, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Mais ce que moi je veux expliquer, c'est que aussi longtemps que nous-mêmes Africains, nous n'allons pas appliquer une justice équitable et que nous aurons toujours des hommes qui sont au-dessus de la loi. Parce que ce qui se passe dans nos pays, c'est que ce sont les hommes qui sont au-dessus de la loi et la loi est inféodée par les politiques. Aussi longtemps que la loi va continuer d'être inféodée par les politiques, la Cour pénale internationale va continuer à exister et ce sont des fonctionnaires qui sont très très bien payés. On pouvait imaginer des scénarios dans lesquels, lorsqu'il y a un problème, par exemple pour le cas du président national Jean-Pierre Bemba, qui est un tribunal en Centrafrique, qui soit jugé en Centrafrique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Centrafrique s'est déclarée incompétente pour juger un Africain. Donc, je pense que quelque part, il y a une grande réflexion à faire par rapport à cela, mais compte tenu du désordre et de l'inféodation de la justice par les politiques en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, la CPI, c'est vrai qu'elle a toute sa notoriété, elle tire toute sa notoriété de la situation, mais il faudrait que nous fassions un effort, déjà dans ce pays, pour commencer à bien payer nos magistrats. Et voilà, donc ça on ne le fait pas, donc ça serait vraiment difficile d'avoir les conditions nécessaires pour juger avec toute équité les personnalités qui sont auteurs ou victimes, auteurs des actes répréhensibles. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu le titre de Jeune Afrique sur El-Béchir, le pied de nez d'El-Béchir à la Cour pénale internationale. Il a quitté l'Afrique du Sud en dépit de l'interdiction de la justice. C'est en fait peut-être une réponse par rapport à cette position de l'Afrique sur la CPI. Les dirigeants africains ont jugé il y a 2 ans que la Cour pénale internationale est raciste, qu'elle ne juge que les dirigeants africains. Au fait, je vais vous expliquer. La Cour pénale internationale, lorsqu'elle doit intervenir dans un pays, elle doit collaborer avec le pays. Dès l'instant que le pays ne collabore pas, la Cour pénale internationale est dans l'impossibilité. Voilà, même si elle est signataire. Alors, malheureusement, dans le cas de la cohésion nationale, qui est la nôtre, et même après les concertations nationales, la Cour pénale internationale a affrété un Boeing 737 pour venir prendre monsieur Babala, avec l'appui des autorités locales, c'est-à-dire nos autorités, juste après les concertations nationales. Donc je vous dis qu'à ce niveau-là, la confiance a été brisée et la parole n'en vaut plus beaucoup. Et c'est la même chose, hein. Par exemple, au niveau de la Belgique, on a pris monsieur Jean-Pierre Bemba, notre sénateur, parce que la police belge a coopéré pour l'appréhender et le fournir à la CPI. Donc si la République sud-africaine, qui avait invité M. El-Béchir, devait se muer. En dépit du mandat. Mais voilà, oui, mais c'est comme je le dis, mais c'est comme monsieur. Regardez M. Ntagada. Il a été demandé par la Cour pénale internationale plusieurs fois. M. Kabila, à ce moment-là, le chef de l'État dira, pour des raisons de paix, je ne vais pas le livrer. Il pouvait aussi le dire, pour des raisons de concertation nationale, je ne livre pas M. Babala, qui est moins criminel. Parce que M. Babala a simplement des propos qui sont tout à fait contraires et très critiques dans le cadre de l'opposition. Mais cette démarche-là n'a pas été faite. On l'a livré comme un criminel. Il est parti menotter. Un avion affrété de la Hollande jusqu'ici, ça coûte beaucoup et pour rien. Parce que finalement, il est sorti après 11 mois. Donc je vous dis dans quel pays nous sommes, dans quelle posture nous sommes. Et je dis simplement qu'il faut vraiment une justice impartiale, que la justice doit d'abord protéger les fils de son pays, notamment, je me rappelle encore de monsieur le ministre de la Justice, monsieur Thabo Mbeki, qui passe à la télévision pour faire une interview et expliquer que le sénateur Jean-Pierre Bemba va faire 30 ans. Un ministre de l'étranger ne le ferait pas. Parce que le vœu que lui devait avoir, c'est que monsieur Bemba, qui est incarcéré pour une affaire qui ne le concerne pas, qui ne concerne pas la RDC, puisse revenir au pays. Mais là, il vit
il a émis un vœu contraire, et cela à la télévision, et donc c'est tout à fait triste. La plupart du temps, hein, ces personnes poursuivies par la Cour pénale internationale ont été livrées par leurs États. Il y a 8 procès en cours à la Cour pénale internationale et la plupart, c'est des affaires initiées par les États dont sont originaires les accusés. Mais oui, c'est tout à fait triste parce que, comme je le dis, la priorité des priorités lorsqu'on prend le pouvoir dans un pays comme le Congo, hein, un pays post-conflit, c'est d'investir vraiment dans la justice et essayer d'avoir des tribunaux, des cours et tribunaux. Déjà, localement, on doit être en mesure, mais regardez, on a des cas comme des Chébé et tout ça qui partent toujours en queue de poisson, les enquêtes qui ne finissent jamais. Donc, on doit être en mesure d'avoir une justice impartiale et susceptible de régler tous les problèmes d'abord en interne. Donc, c'est un aveu de faiblesse que à chaque fois qu'il y a un souci avec un fils du pays, de collaborer avec une justice internationale pour qu'il aille se faire juger. Je trouve que c'est tout à fait irresponsable. Si c'est pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour génocide. Là, on est bien d'accord. Il me semble bien que M. Ntagad est parti lui-même à la CPI, mais que tous ceux qui sont impliqués du M23, il n'y a personne qui a été livré là-bas. On nous dit qu'il y a des enquêtes en cours pour d'éventuelles interpellations. Oui, mais ça c'est la phrase facile. On peut continuer les enquêtes pendant 10 ans. Ça c'est la phrase facile pour bloquer les gens dans une forme de, comment je veux dire, d'amnésie. Les gens oublient facilement. Lorsque vous parlez d'enquête, eh bien, chaque fois que vous reposez la question, on vous dit que les enquêtes sont en cours. Les enquêtes de Chébéa sont en cours. Ça fait 4-5 ans. Et bien, ça n'en finit jamais. Merci beaucoup. Monsieur Mamba, on a terminé. Une conclusion en 2-3 mots. Écoutez, madame, je vous remercie vraiment pour votre invitation. J'ai apprécié les différents échanges que nous avons. Si nous avons un mot, c'est en direction de nos militants, en direction de nos partenaires de lutte de l'opposition, que de dire oui, nous suivons de près ce que M. Kabila, le chef de l'État, est en train d'entreprendre et nous espérons vivement qu'il prendra la conscience qu'il a la responsabilité, mais aussi une chance immense que de donner à ce pays la possibilité de vivre l'alternance et d'aller vers le développement. Il entrera dans les livres de l'histoire parce que c'est lui qui a mené les élections. Il sera aussi le premier qui aura créé l'alternance. Et je vous dis qu'on écrira les livres et nous, le MLC, s'il s'engage à le respecter, nous serons de ceux qui feront des éloges aussi. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Merci d'être venu dans ce débriefing qui se termine ici. Vous êtes également secrétaire national à l'idéologie et à la formation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing.